on n'est pas là pour se faire plaisir, on est là pour travailler et il est temps de se pencher sur le commerce que nous voulons pour le monde d'après. C'était le titre de la tribune que nous avons rédigée ensemble au niveau des membres de Commerce Équitable France pendant le confinement et que nous avons ensuite publié pour arriver à bien concevoir ce qu'on essaye de faire dans le monde du commerce équitable et de bien le connecter à des enjeux qui sont toujours plus présents et que cette crise sanitaire du Covid a fait apparaître de manière encore plus visible, je dirais. Il est clair que cette crise du Covid, elle interroge clairement la mondialisation. Elle a rendu extrêmement visible la fragilité de nos chaînes de valeur, comme on dit dans notre jargon, mais la fragilité en fait de la capacité de nos sociétés à s'approvisionner dans les biens et les services de première nécessité, que ce soit l'alimentation, que ce soit les médicaments, que ce soit ce dont on a besoin pour faire face à une pandémie comme celle-là. Et c'est toute la planète qui a été affectée par la fragilité de ce que cette mondialisation fait subir à nos sociétés. Alors pour nous, acteurs de commerce équitable, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait des années qu'on dit que les règles du commerce mondial doivent changer. Et si cette pandémie a encore des conséquences catastrophiques, elle a au moins le mérite de rendre visibles les invisibles. Et ça aussi, c'est bien l'une des missions du commerce équitable, de rendre leur dignité aux acteurs et aux actrices qui font la nourriture que nous utilisons chaque jour, les biens et services dont nous avons besoin pour vivre. Donc voilà, le Covid interroge la pertinence de la mondialisation des échanges, notre vulnérabilité, nos interdépendances, et nous, acteurs de commerce équitable, on souhaite que nos interdépendances, elles soient faites de plus de respect, de plus d'équité, et qu'elles permettent aussi d'amorcer une transition écologique qui nous permette de répondre à des défis encore plus grands que celui du Covid, qui sont ceux du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, de l'utilisation massive et totalement déraisonnable des ressources renouvelables et non renouvelables de la planète. Ça interroge aussi cette crise des politiques publiques et on voit là des dogmes qui sont en train de changer massivement sur les taux d'endettement des États, par exemple, ou les ratios qui étaient des normes avant ne le sont plus aujourd'hui. Évidemment, cette crise, elle a eu des conséquences sur les acteurs de commerce équitable, au sud et au nord. Marc l'a un petit peu évoqué. Dans les conséquences absolument terribles et difficiles à appréhender, il y a tout le secteur du tourisme équitable qui est évidemment totalement à l'arrêt, voire à genoux. Le secteur de l'artisanat aussi, nos partenaires du mouvement WFTO en particulier sont extrêmement affectés par cette crise et par la fermeture des magasins pendant plusieurs mois dans les pays du Nord. Un certain nombre de producteurs agricoles aussi ont dû faire face à des difficultés très importantes. Mais ça a été aussi, cette crise du Covid, l'occasion d'observer un certain nombre de résilience, de capacité à s'adapter, de solidarité. Beaucoup de partenaires du Nord ont soutenu leurs partenaires du Sud. Un certain nombre de partenaires du Sud ont aussi soutenu leurs partenaires du Nord. Et le partenariat équitable a pris toute sa dimension pendant ces moments où il a fallu s'ajuster très très vite, s'adapter très vite. Et donc on a aussi vu ça. Au niveau de la Fair Trade Advocacy Office, qui est un petit peu notre homologue au niveau de Bruxelles, il y a un travail qui est entamé pour documenter les conséquences du Covid-19 sur les acteurs de commerce équitable. Comment les uns et les autres, quelles conséquences ça a eu, qu'est-ce que ça a produit, comment les uns et les autres se sont adaptés. Et nous aussi, au niveau de Commerce Équitable France, on a entamé un travail pour documenter cela. Et donc, on vous a déjà interrogé sur le sujet. On a déjà commencé ce travail de recensement et d'analyse, mais on va le poursuivre dans les mois qui viennent. Donc, ce que le Covid-19 a rendu visible à tous, c'est que le commerce mondial tel qu'il est organisé aujourd'hui, il ne permet pas de répondre aux défis de la planète. Et les règles de mise en concurrence
de tous et de chacun sur un marché mondialisé, c'est faire en sorte que les moins-disants gagnent, alors que ceux qui font des efforts pour internaliser dans leur pratique une véritable répartition de la valeur et une prise en compte de leurs externalités environnementales n'arrivent pas en fait à gagner du terrain. Et c'était ce que nous souhaitions partager dans cette tribune, c'était de montrer que quand on arrive à mieux partager la valeur, on arrive à répondre à ce défi des inégalités, on arrive aussi à répondre à ce besoin de transformer nos pratiques environnementales, mais que le défi, il est très difficile dans les règles actuelles que nous subissons tous. Et si certains y arrivent, aujourd'hui, notre défi, c'est d'arriver à transformer l'ensemble de l'économie dans cette direction-là. Et donc, ça nécessite des politiques publiques nouvelles qui protègent les entreprises, les acteurs qui ont envie de se transformer et qui encouragent celles qui n'en ont pas envie à devenir un peu plus volontaires. Et donc, il y a effectivement un défi important pour accompagner la transformation de toutes les entreprises. C'est aussi l'un des sujets de nos travaux. Donc, pour finir et ensuite pour démarrer avec les présentations de mes collègues, dire en quoi finalement cette crise, elle interroge ou elle valide ou elle amende un petit peu notre projet associatif. Je vois 3 points très importants. Qui sont des choses sur lesquelles évidemment on a déjà travaillé, mais qui vont demander d'y mettre encore plus d'efforts. Le premier, c'est de renforcer la crédibilité de nos alternatives. Donc Marc l'a évoqué, ça passe par un travail sur l'analyse des impacts, la compréhension de qu'est-ce qui fonctionne vraiment, de ce qu'il faut améliorer, mais donner de la crédibilité à nos alternatives, c'est aussi les rendre plus fortes, structurer le secteur, embarquer toujours plus d'acteurs économiques dans cette dynamique-là, trouver des moyens pour renforcer la formation et la consolidation des acteurs de commerce équitable. Il faut pouvoir renforcer ces niches, démontrer qu'un autre monde est possible par la démonstration que peut faire le commerce équitable. Notre deuxième mission, ça va être de s'appuyer sur ces apprentissages et sur ces alternatives pour influencer la transformation profonde des politiques publiques qui, elles-mêmes, donnent les règles qui font que les entreprises ont le droit ou n'ont pas le droit de se comporter de telle ou telle manière. Et ces politiques publiques, elles doivent absolument favoriser la transformation des business models des entreprises pour que les entreprises qui internalisent dans leur manière de faire les coûts sociétaux, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé ces dernières années, elles soient favorisées, notamment au niveau de la fiscalité ou au niveau de l'accès à du crédit d'impôt ou de l'accès à de la subvention. On parle beaucoup en ce moment des conditionnalités socio-environnementales des aides de l'État aux entreprises. C'est bien de ça qu'il s'agit. Quand je disais que certains dogmes ont volé en éclats avec la crise du Covid, je parle évidemment du Green New Deal ou des 100 milliards d'euros qui vont être injectés dans les 2 prochaines années dans l'économie française. Ça va créer un taux d'endettement peut-être pas sans précédent, mais en tout cas absolument historique. Et donc, nous devons mettre tout notre poids dans la balance pour faire en sorte que cet endettement, il aille vers la transformation profonde des entreprises, vers une prise en compte de l'équité sociale et une prise en compte de la transformation, de la prise en compte des challenges environnementaux qui sont ceux de nos sociétés. Donc pour ça, on a beaucoup travaillé dès le début du confinement avec le collectif Nous sommes demain, qui est emmené par le mouvement des entrepreneurs sociaux et qui aujourd'hui rassemble plusieurs réseaux d'entreprises qui ont envie de démontrer que les entreprises peuvent faire partie de la solution et pas seulement des problèmes. Ce collectif a organisé les universités d'été de l'économie de demain, à laquelle nous étions présents. Nous avions un stand. J'ai moi-même je suis intervenue sur une plénière avec la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire pour défendre ce travail de plaidoyer que nous avons co-construit avec ce collectif Nous sommes demain et pour
défendre l'idée que pour passer de la niche à la norme, nous avons besoin de transformer les politiques publiques pour encourager la transformation des entreprises. Donc ça, c'est un travail sur lequel on va devoir se muscler collectivement pour que notre travail de plaidoyer touche pas seulement les acteurs de commerce équitable, mais bien au-delà. Et puis, dernier chantier, qui est aussi un chantier très identitaire au commerce équitable, dans le monde du commerce équitable, c'est l'idée que on doit s'appuyer sur les citoyens et les consommateurs et on doit embarquer toujours plus de monde dans ce projet-là. Il y a aujourd'hui une polarisation de plus en plus importante de la société. Certes, les préoccupations de consommation citoyenne gagnent du terrain, mais on a aussi un nombre très important de consommateurs, soit qui ne peuvent pas accéder à la consommation dite responsable, soit qui sont dans l'idéologie du tout jetable et du toujours plus, hein, qui n'est pas compatible avec la capacité de nos sociétés à répondre aux défis sociaux et environnementaux. Et donc, on doit travailler pour diminuer cette polarisation et pour embarquer toujours plus de monde. Ça passe par une stratégie de communication également plus musclée. C'est pour cette mission que Anne est avec nous. On en parlera demain au conseil d'administration. Nous avons fait tout un travail pour structurer et renforcer notre stratégie de communication avec nos adhérents. Et puis, en alliance, donc, nous devons défendre nos engagements et faire une communication engageante qui transforme aussi les actes concrets des citoyens. Ça passe aussi par l'éducation, évidemment. L'année dernière, nous avons lancé le programme Faire Futur, qui ambitionne de toucher plus de 100 000 jeunes en 3 ans sur ces questions de consommation citoyenne. Ça passe aussi peut-être par des travaux sur l'accessibilité, y compris l'accessibilité prix des produits du commerce équitable, avec là plutôt des travaux de plaidoyer sur les questions de TVA différenciée pour rendre plus accessible et plus démocratique l'accès aux alternatives de consommation responsable. Donc voilà, c'est les 3 grands chantiers sur lesquels nous avons commencé à poser un plan d'orientation stratégique au regard des défis qui sont les nôtres dans ce contexte de crise du Covid, de crise sanitaire, mais qui finalement fait écho à toutes les autres crises et besoins de mutation de nos sociétés auxquelles nous faisons face. Et c'est notre petite contribution et j'espère qu'elle sera la plus impactante possible. Et pour ça, nous devons travailler. Et c'est aussi pour ça qu'on organise ces universités d'été. Merci beaucoup d'être venus ici en présentiel et à tous ceux qui nous regardent en distanciel et de contribuer à nos travaux. Et je passe le micro à l'équipe. Merci. Merci Julie.